Ah, pardon. Non, vas-y. Ah non, non, Si tu veux répondre en 2 mots. Bon, merci. Alors écoutez, merci, bonsoir à tous, merci d'être là et peut-être merci de rester jusqu'à la fin. Donc on devait avoir un historique de la protection des données en ce qui concerne la loi informatique et liberté, le texte européen de l'Union européenne, la directive 95, et donc vous ne l'aurez pas puisque la personne est coincée dans sa voiture. Moi, je vais vous parler donc de la Convention 108. En fait, c'est ce qui est à l'origine de cette soirée, puisque la Convention 108 a été votée en 1981, donc le 28 janvier, elle a 31 ans aujourd'hui. Et en 2006, le Conseil de l'Europe a décidé qu'il fallait faire une journée internationale de la protection des données personnelles. Au départ, c'était une journée européenne. Maintenant, normalement, c'est en principe une journée internationale. Donc, la Convention 108, c'est la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Alors, le Conseil de l'Europe, je ne sais pas si tout le monde... mais en 2 mots, c'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale qui a été créée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, c'est une des plus importantes institutions de défense des droits de l'homme, de défense de la démocratie, des droits économiques et sociaux et culturels. Notamment, le Conseil de l'Europe, par exemple, fait beaucoup de choses sur les populations roms en Europe. La particularité aussi, c'est que il y a 47 pays qui sont membres du Conseil de l'Europe. Donc vous voyez que ça va bien au-delà des 28 pays de l'Union européenne. Donc c'est 47 États membres et ça concerne plus de 800 millions de personnes. Alors, le Conseil de l'Europe a développé de nombreux instruments, notamment pour la protection pour la défense des droits de l'homme, et notamment la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'on appelle Convention des droits de l'homme en général, ou Convention européenne des droits de l'homme, et pour faire appliquer tous les textes qu'elle a produits, et notamment cette Convention européenne des droits de l'homme, elle a institué la Cour européenne des droits de l'homme, auquel on a déjà fait référence, notamment sur les condamnations de certains fichiers. Je vais vous parler rapidement donc, des points forts de la Convention 108, du pourquoi de la modernisation, puisqu'elle est en cours de modernisation, de quelques effets de la Convention 108, et enfin de son avenir proche ou lointain. Donc les points forts de la Convention sont les principes qu'elle définit et qu'elle garantit, et donc aussi c'est un des textes qui est à l'origine de la directive 95. Les principes, c'est la loyauté de la collecte des données, des finalités déterminées et légitimes, une durée de conservation donc, des données personnelles qui doit être limitée à la finalité, la qualité des données qui doivent être exactes, pertinentes, non excessives, le principe du consentement de la personne concernée, et donc elle institue aussi, cette convention, un régime plus protecteur pour les données sensibles dont on vous a parlé tout à l'heure, notamment pour ce qui concerne les données de santé. D'autres points forts de la Convention, c'est son champ d'application qui couvre tous les traitements de données du secteur privé et du secteur public, donc y compris le domaine de la police, de la justice ou des services de renseignement. Et donc, si on vous avait parlé en détail de la directive 95, on vous aurait dit qu'elle ne s'appliquait justement pas au domaine de la police, de la justice et des services de renseignement. Le texte donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était le texte de référence de nombreux textes internationaux, et quel est le seul instrument juridique international contraignant ayant valeur de traité. Elle a donc été ratifiée par 46 États dans le monde, et donc signée y compris par des États non membres du Conseil de l'Europe. Alors pourquoi la moderniser ? Je vous ai dit qu'elle avait été
rédigé et voté en 1981. Évidemment, en 1981, on ne parlait pas encore d'Internet, des réseaux sociaux, du téléphone portable, des objets connectés, des données ouvertes, ni du big data. Donc, effectivement, sont des éléments à intégrer dans la nouvelle version de la Convention de 108. Elle va renforcer les droits des personnes, renforcer les outils de mise en œuvre et de contrôle, et la rendre conforme avec le cadre de l'Union européenne. Donc on va la moderniser aussi pour préciser certains principes. Le principe de proportionnalité qui légitime les traitements et la qualité des données. Le traitement des données doit être proportionné à la finalité légitime poursuivie et le refléter à chaque étape du traitement. Et donc, la nouvelle version de la Convention va préciser le principe du consentement qui doit être libre, éclairé, non ambigu ou non équivoque. Il y a eu de grands débats dans les phases de modernisation pour savoir si ça devait être non ambigu ou non équivoque, alors qu'en fait, à mon sens, ça veut dire la même chose. Mais c'est aussi une précision qui est intéressante parce que, notamment dans la réforme de la directive 95, il est question de considérer que le consentement est validé simplement parce que vous avez coché une case sur un site internet. Et on sait très bien que tout le monde dit j'accepte sans avoir lu les conditions générales d'utilisation. Ça, c'est excusez-moi, c'est un des grands débats donc, dans la question du consentement. Encore une fois, pourquoi la moderniser? Parce qu'il faut préciser de nouveaux droits. Le droit à ne pas être soumis à une décision prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé. Le droit de connaître le raisonnement qui sous-tend le traitement de données dont les résultats lui sont appliqués. Et ça, évidemment, quand on parle des algorithmes, on voit bien l'intérêt de ce droit. Le droit d'opposition à la collecte de ces données. Le droit d'accès qui est enrichi donc en validant le droit d'obtenir toutes les informations disponibles sur l'origine des données. Et cela aussi souvent qu'on le souhaite. Il faut aussi préciser donc les nouvelles obligations pour les responsables de traitement, donc assurer une certaine transparence et indiquer que les responsables des traitements ont des devoirs d'informer, notamment sur les failles de sécurité, dans un délai raisonnable et d'informer au minimum les autorités de contrôle si elles n'informent pas directement les personnes concernées. Les informer des violations susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts ou aux droits et libertés fondamentales de la personne concernée. Les autorités de contrôle, donc, elles seront intégrées dans la Convention et leur indépendance sera renforcée. La modernisation de la Convention met en place le renforcement du comité conventionnel qui aura donc la possibilité donc, pour ses membres de vérifier l'application de la Convention dans les pays qui l'ont ratifiée. Parce qu'il ne suffit pas de ratifier la Convention. D'abord, avant qu'un État puisse ratifier la Convention, il y a une étude dans le pays pour voir quels sont les textes qui régissent la protection des données personnelles. Et donc, après, il y aura aussi un suivi de ce qui se passe dans les pays qui ont signé la Convention. Alors, certains effets de cette Convention, donc elle sert de fondement, en plus de la Convention européenne des droits de l'homme, à de nombreux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, je vais vous parler de 2 ou 3 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et notamment un des plus récents, puisqu'il date du 12 janvier 2016, donc vous voyez que c'est tout frais. C'est l'arrêt Szabó et Viszi contre la Hongrie. Il est particulièrement intéressant puisque ça va vous rappeler ce qui se passe un petit peu chez nous, puisque ça concerne la législation hongroise sur les opérations secrètes de surveillance antiterroriste. Et donc les 2 personnes, Szabó et Viszi, ont porté plainte parce qu'elles
soupçonné qu'elles étaient surveillées. Et donc la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la législation en question, donc en Hongrie, ne fournit pas les garanties nécessaires contre les abus, qu'elle institue une surveillance secrète décidée sans contrôle par le pouvoir exécutif et en l'absence de mesures de recours effectifs, judiciaires ou autres. Alors, il y a un petit bémol sur la satisfaction qu'on peut avoir par rapport à cet arrêt. C'est que dans le début du jugement, la Cour indique que, étant donné les méthodes utilisées par les terroristes, il est normal que les États essayent de savoir, donc essayent de surveiller et de savoir quels sont les attentats, enfin les actes terroristes qui sont en préparation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut nous inquiéter. Malgré tout, bon, la Cour a condamné la Hongrie, donc bon, je pense que il faut attendre le prochain arrêt pour vérifier que la Cour reste dans cette disposition de condamner le pays qui surveille sans mesure ses citoyens. Là, je vais revenir, donc c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, mais là, je vais revenir sur un arrêt qui est assez fameux, qui date de 2008, qui est l'arrêt Marper. Alors, c'est S et Marper, puisque S était un mineur et qu'on n'a pas divulgué son nom. Et bon, en général, la Cour accepte de ne pas donner le nom de la personne qui l'a saisi. Mais là, en l'occurrence, c'est bien que M. Marper ait donné son nom, parce que comme il y a beaucoup d'arrêts M contre quelque chose, là, on sait que c'est Marper. Et donc, ça concernait deux personnes, dont S, qui était mineur, dont la police avait relevé les empreintes ADN et les empreintes digitales, pour des faits pour lesquels ils ont été relaxés. En fait, le jeune mineur avait été arrêté pour vol et il a été relaxé. Et Monsieur Marper avait été poursuivi par sa compagne pour harcèlement. Et puis il y a eu une conciliation et la compagne a retiré sa plainte. Donc Monsieur Marper n'avait plus... il n'y avait plus de raison de conserver ses empreintes, notamment ses empreintes ADN. Pas plus que ses empreintes digitales d'ailleurs. Mais donc la Cour a considéré que la protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l'exercice du droit au respect de la vie privée. Donc ça, c'était en 2008, c'était comment dirais-je, une décision qui était d'une certaine importance. Et ensuite, la Cour a dit que les données devaient être pertinentes, non excessives, et que la durée de conservation devait être limitée. Et donc, je cite, la Cour dit « Le droit interne doit notamment assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées et qu'elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. » Et donc, elle a aussi considéré que... Alors parce que, en fait, la police, et c'était spécifique à l'Angleterre, puisque la législation a été changée après cet arrêt, ce qui était conservé, c'était non seulement les résultats de l'ADN, mais aussi les échantillons d'ADN. Et ça, c'est particulièrement dangereux, puisque... en général, on sait très bien que l'étude de l'ADN fait des progrès très régulièrement et qu'on sait notamment qu'on peut définir à partir de l'ADN de quelqu'un non plus simplement l'identification, mais aussi certaines caractéristiques de la personne. Donc si on conserve les échantillons, on peut toujours les reprendre à un moment donné pour refaire des recherches. Donc la Cour a dit que le droit interne devait contenir des garanties aptes à protéger efficacement les données à caractère personnel enregistrées contre les usages impropres et abusifs. Les considérations qui précèdent, donc tout ce qu'elle avait dit auparavant, valent tout spécialement lorsqu'est en jeu la protection de catégories particulières de données plus sensibles, notamment des données ADN,
qui, dans la mesure où elles contiennent le patrimoine génétique de la personne, revêtent une grande importance tant pour elle-même que pour sa famille. Ensuite, j'avais cité, j'avais prévu donc de parler de l'arrêt Rotaru contre Roumanie, qui lui date de 2000, et qui est intéressant notamment parce qu'il s'agit de la surveillance des entreprises sur l'utilisation des messageries et autres outils pendant le travail. La Cour a décidé que la loi devait fixer le genre d'informations pouvant être consignées, les catégories de personnes à propos desquelles on peut collecter des informations, les circonstances dans lesquelles ces mesures peuvent être prises, motif plus précis que prévenir les menaces à la sécurité nationale, les personnes autorisées à consulter les informations enregistrées, les limites de conservation des données. Ensuite, on a l'arrêt MS contre Suède, qui lui date de 1997 et qui est concerné le non-respect du principe de finalité. La Cour disait que la communication ultérieure, dans le cas précis, servait un but différent. Donc ça, on peut le rapprocher de la question des big data, où il y a j'ai fini. Où il y a une réutilisation des données personnelles, et effectivement la plupart du temps dans un but différent. La Cour aussi dénonçait la divulgation des informations, dénonçait le fait que la divulgation des informations dépendait d'une série d'éléments dont la maîtrise échappait à l'intéressé. Et elle a estimé que la communication des renseignements apportait atteinte au droit au respect de sa vie privée garanti à l'intéressé par le paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et voilà, j'en termine avec l'avenir de la Convention 108. En fait, sa modernisation est finalisée par le bureau de la Convention 108. Le problème, c'est qu'elle est en attente du vote de la modernisation de la convention de la directive 95, qui va être remplacée par un règlement et une directive, et qu'on appelle le cadre général de réglementation pour la protection des données personnelles de l'Union européenne. Et ça, vous avez vu que c'est une question qui traîne depuis 2012 et la directive devait être votée en 2015 et c'est toujours pas le cas. On espère qu'elle sera votée en mai 2016. Et donc la Convention 108 est en passe d'être signée par des pays comme le Maroc, la Tunisie, le Sénégal et d'autres pays encore qui sont Maurice. Bon, c'est pas très important Maurice, mais quand même, c'est voilà. Donc vous voyez que c'est le caractère international de ce texte qui garantit la protection de vos données. Voilà. Merci. Je voudrais juste, parce que tout à l'heure, j'ai pas eu l'occasion de répondre, mais il me semble qu'il y a un signe dans cette salle qui démontre que l'âne a même un tout petit peu soif. Dans cette salle, il n'y a personne qui s'est mis au premier rang, l'endroit où il aurait été sous notre surveillance absolument constante, où on aurait pu voir qui regardait son téléphone pendant la conférence, qui s'endormait et qui n'était pas attentif à ce truc. À peu près tout le monde s'est mis assez loin, dans l'idée assez logique que, d'abord, il pourrait faire ce qu'il voudrait, il ne serait pas absolument contraint, sauf à être totalement amoral, de déterminer son comportement en fonction du fait qu'on était présent et qu'on pouvait voir tout moment de la personne. Et on voit bien qu'en réalité, cette logique qui serait de dire que finalement, ceux qui sont au plus haut dans cette salle, dont on voit le moins, encore qu'en vrai c'est un peu plus bas, mais ceux qu'on voit moins, mais c'est peut-être lié à ma propre taille. En réalité, on peut penser que vous n'avez pas plus de choses à cacher que ceux qui sont un peu plus bas. Donc ça, c'est juste sous la forme d'une petite pirouette, hein, mais le signe qu'en réalité, chacun est préoccupé dans certaines situations pour plein de raisons, parfois des raisons plus ou moins liées plus ou moins directement liées au sentiment d'avoir une vie privée et à la notion philosophique de la vie privée,
chacun est assez soucieux, dans certaines situations, de ne pas pouvoir être placé sous la surveillance de tous. Voilà, une petite anecdote. On va conclure sur cette anecdote pour faciliter le retour de tout le monde. Donc, je vais en profiter pour remercier l'IUT d'Orsay, toute la direction de l'IUT d'Orsay qui a accepté de nous accueillir. 3 secondes, le temps que je finisse quand même avant de tous être déjà partis. Et le département informatique, les services de l'IUT qui nous ont beaucoup aidés, parfois dans des délais très courts, à organiser cette conférence dans un cadre parfait. Et le streaming live et tout ça. J'en profite, oui, il y a quelques documents qui sont présents là, des stickers de la Quadrature du Net, d'autres documents, n'hésitez pas à aller vous servir. Les étudiants à SRSI, n'hésitez pas à aller servir vos documents pour le prochain cours aussi. Aparté totalement inutile. Merci à tous d'être venus, j'espère que je n'avais pas oublié d'informations importantes. Je ne pense pas. Bonne soirée à tous, et si vous avez des dernières questions, j'avais vu quelques mains qui se levaient, n'hésitez pas à venir les poser directement, c'est la bonne occasion. Donc, voilà. Bonne soirée.